Nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2018, nous sommes à Dole de Bretagne avec François Henry. Bonjour François. Bonjour. Donc François Henry est un des pionniers des arts internes chinois en France. Il a commencé à les enseigner en Bretagne en 1979 et l'association bretonne de Tai Chi Chuan va fêter en fait son 40e anniversaire bientôt. Donc c'est une belle occasion de faire un peu un retour sur toute cette belle expérience, sur cette voie de découverte et de partage, puisque toute démarche est toujours une démarche qui se fait en partie seule, mais qui ne peut fonctionner que en partageant avec les autres et dans le collectif. Tout à fait. Et donc, ce qu'on va essayer de découvrir un peu avec toi, c'est qu'est-ce que c'est que ces arts internes chinois dont on entend parler. On sait qu'il y a des arts martiaux, il y a du Tai Chi Chuan, il y a du Pakwa, il y a du Xingyi, il y a du Qigong, qui est un peu autre chose, mais qui est lié. On entend parler parfois un peu de pratiques taoïstes. Quel est le lien entre toutes ces choses? À quoi est-ce que ça correspond? Et donc, pour s'en faire une petite idée, soyons simples, précis, clairs, et prenons les trois termes. On parle d'art interne chinois. Donc, en quoi est-ce que ce que tu pratiques, après l'avoir présenté, en quoi est-ce que ce sont des arts? En quoi est-ce qu'il y a un côté interne? Et en quoi est-ce que le côté chinois a son importance si on veut les aborder? Alors, art, si on prend déjà le premier mot, je ne vais pas me référer à Goethe, mais qui en a discuté fort longtemps. Art, je l'associe, je fonctionne avec lui en association avec les autres arts, ceux qu'on a en Occident, que sont la sculpture, la peinture, la musique, la littérature. Donc je l'associe dans un terme, dans un ensemble qui nous est connu en Occident. Donc effectivement, toute une partie de la pratique s'inscrit dans cette notion d'art telle que nous le voyons. Mais bon, revenons à interne, dans le sens où au début de l'autre millénaire, du moins en 1910-1915 à peu près, les Chinois ont voulu faire la distinction précise entre les formes, ce qu'ils appellent internes, et les formes externes. Les formes internes qu'ils appelaient Naijia et les formes externes qu'ils appellent Waijia. Les formes internes qui étaient beaucoup plus centrées sur la personne, qui fonctionnaient avec un individu qui n'avait pas forcément des qualités physiques particulières, tout à fait comme les artistes martiaux, c'est pour les gens qui connaissent Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, donc qui avaient vraiment des compétences physiques tout à fait exceptionnelles, et Donnie Yen évidemment, mais des disciplines qui peuvent être pratiquées par tout un chacun. Donc c'est ça dans le sens d'interne, toute personne ayant un minimum, étant en mesure, je dirais, globalement de marcher, peut pratiquer de l'interne. Et encore, même en position assise, on peut encore pratiquer de l'interne. Et chinoise, dans le sens où le berceau de cette discipline est la Chine. Bien entendu, je n'oublie pas que derrière, dans son passé, il y a, même si les gens ont tendance à faire l'impasse sur cette chose-là, il y a l'Inde, avec le Kalaripayat, qui remonte à beaucoup plus longtemps encore que les connaissances qu'on en a de la Chine sur les arts martiaux, mais et aussi l'Égypte
ancienne, avec des choses pour les gens qui seraient intéressés, puisqu'il y a des travaux sur un dénommé Anish, a fait tout un travail sur les formes de yoga égyptien. Donc ça, c'est tout un travail donc, qui existe et qui remonterait, d'après certaines sources, à 5000 ans, donc encore plus ancien que les disciplines chinoises. Donc voilà, ça c'est un peu pour définir. Art, le mot est tellement difficile à définir que je l'associe, moi, toujours, comme je dis, aux disciplines, aux arts qu'on a en Occident. Donc, sculpture, comme j'ai dit, peinture, musique, littérature, les grands, du moins, ce que je vois en premier. Et ensuite, interne, possible pour tout le monde de pratiquer ces disciplines-là, et non pas à une élite qui aurait une compétence physique particulière, comme on voit de temps en temps maintenant les moines Shaolin qui font des prouesses exceptionnelles, et chinoises, donc, dont le berceau est la Chine. Voilà. Et donc pour toi, est-ce que tu pourrais nous dire donc un peu plus, donc après nous avoir posé ce cadre général, donc toi, comment est-ce que tu as découvert, quels sont les arts que tu as découverts, et quel était un peu ton cheminement de la découverte à vraiment l'approfondissement de plus en plus poussé? Oui, alors, pour moi personnellement, poussé par une certaine curiosité, là on remonte à bien longtemps, je vais être obligé de donner mon âge presque, on remonte jusqu'à 1968, où j'ai commencé à chercher au travers du zen, ce qui m'a amené à l'aïkido, ce qui m'a amené à découvrir le yoga indien, des choses comme ça. J'ai cherché au travers de ce regard-là. Donc effectivement, j'ai parcouru, comme on en discutait dernièrement, des ouvrages comme le docteur Suzuki, qui a écrit sur le zen aux éditions Albin Michel, collection dirigée par Herbert. Donc j'ai commencé à lire ça. Bon, j'ai lu tous les ouvrages qu'on pouvait trouver à l'époque. Et toujours dans cette recherche, donc là je commence en 68, et en 77 j'étais vraiment à la recherche de ces choses-là, et un ami m'a dit, moi je ne te vois pas dans le zen, tu devrais essayer de voir du côté du tai chi. Alors juste petite précision, hein, dans ces années-là, le tai chi était pratiquement inconnu en France. Alors le tai chi était inconnu, bien qu'à déjà à l'époque, un ouvrage était sorti. Et que très peu de personnes avaient eu l'occasion de feuilleter. C'est l'ouvrage de Sofia Delza. Sofia Delza qui avait écrit, voilà son livre. Sofia Delza qui avait écrit un livre, donc Corps et âme en harmonie. Ce livre-là date de 1962, mais il était passé, on va dire, vulgairement, on pourrait dire qu'il était passé à la trappe, parce que bon, c'était pas le moment encore pour lui d'apparaître. Alors donc c'était pas du tout connu en 62. Après, en France, il est sorti plusieurs ouvrages en 69, 74, Anneville par exemple. Et moi, j'ai eu l'opportunité, donc quand j'ai commencé à m'intéresser en 77, d'avoir en main le livre de Charles Anthony sur le tai chi. Je comprenais strictement rien, bien entendu, mais j'ai commencé à feuilleter ce livre-là. Et en 79, étant à la fac, un beau jour, en lisant un article du journal Le Monde, une publicité du journal Le Monde, je trouve sur un encart signalant un stage à Combrit. Et je me suis dit, Combrit, et j'ai rediscuté avec mon meilleur ami de fac, je lui ai dit, mais Gilda, tu n'habites pas à Combrit? Ben si. Je dis, tu peux pas m'héberger? Donc ça me fera déjà beaucoup moins cher. Et donc il s'est proposé de m'héberger pour participer à un stage organisé par James Koo, qui avait acheté dans le cadre de son association une maison à Combrit pour proposer des séminaires là-bas en été, quoi. Donc Combrit, pour les gens qui ne savent pas, c'est à côté de Quimper. Vous longez l'Audet, vous descendez de Quimper pour aller vers Bénodet, et vous tombez obligatoirement sur la petite ville de Combrit. Donc voilà. Donc James Koo
James Koo est devenu officiellement mon premier professeur. Donc je me suis procuré durant son stage en 79 son livre, voilà, Harmonie du corps et de l'esprit. Et je l'ai feuilleté parce que c'était la traduction du manuel officiel chinois qui avait été fait par Fu Zhongwen en collaboration avec Ko Lu-ching et Zhu Yulang, qu'il nous a longuement présenté puisqu'il était l'auteur de toute la traduction du manuel officiel. Voilà. Donc, et il avait pris à l'époque les dessins, comme on peut voir, tous ces dessins-là, on peut les voir dans son ouvrage. Bon. Et son ouvrage était très bien fait, donc il nous conseillait encore à l'époque de nous servir d'un guide chant, de poser le livre et de répéter, quand on avait un oubli, de répéter encore quelques passages avec un guide chant. Oui, alors ça, pour la petite jeune génération qui nous regarde, là peut-être, il n'y avait pas YouTube à l'époque. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien de tout ça, quoi. Donc, mais même la vidéo qui a été faite beaucoup plus tard avec Yan Zhengduo en 1986 n'est toujours pas sur YouTube. Personne n'a pensé encore à mettre ces 30 minutes de vidéo donc, sur YouTube. Donc il avait réussi à filmer Yan Zhengduo dans un parc du côté de Paris pour la petite anecdote. Donc, qu'est-ce que m'a apporté James Koo? James Koo m'a apporté un terme qui vraiment est important dans cette discipline, c'est la patience. Alors certains diront, James Koo, oui. Je dis, moi ce qui m'a plu beaucoup, c'est l'idée de patience. Donc j'ai commencé à travailler avec lui de 1979 jusqu'en 83. Et je l'ai rencontré évidemment quand le premier stage international avec Yan Zhengduo a été organisé en 86, toujours à Combrit. J'ai profité pour retourner le voir et j'ai eu l'occasion de garder contact avec lui tout le reste du temps, quoi. Donc en 83, j'ai rencontré un élève de Jin Sun, du moins c'est l'élève qui m'a rencontré plutôt, et qui est venu frapper à la salle que j'occupais à Rennes, rue Saint-Hélier, et qui s'est proposé de se servir de moi comme plastron. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il me disait, tradition, maître, disciple, tout ça, ça n'éveillait rien pour moi. Et progressivement, il m'a expliqué que ben voilà ce que c'était. Donc il m'a dit, mais si tu veux voir le maître, viens en 84, tu le rencontreras à Boston. Donc je me suis effectivement empressé de me rendre à Boston avec un ami, avec qui je me suis séparé depuis pas mal de temps d'ailleurs, et on a commencé à échanger à ce niveau-là. Voilà. J'ai travaillé avec cet élève de Jin Sun jusqu'en 86, l'année où il est retourné aux États-Unis et qu'il n'est pas revenu. Il accompagnait en fin de compte sa femme en France pendant qu'elle faisait ses études de métier. Donc j'ai profité de travailler avec lui l'enchaînement tel qu'il était pratiqué à Boston. J'ai je l'ai vu pratiquer la forme rapide. J'ai travaillé un peu l'épée. J'ai appris la forme à l'épée, mais je ne l'ai pas approfondi spécialement. La forme au sabre. Je n'ai pas travaillé la forme au bâton avec lui, je l'ai appris un peu plus tard. Donc, mais j'utilisais le bâton en Qigong, sous forme de Qigong. Donc j'ai commencé à travailler avec lui et lui m'a donné une ouverture internationale dans le sens où il recevait une revue Tai Chi Magazine, une revue américaine qui sortait tous les 2 mois. Et il m'a permis, en même temps que je travaillais avec lui, de découvrir ce qui était une chose tout à fait dans les pays francophones, ou du moins anglophones, une chose tout à fait évidente, le développement du Tai Chi. Ce qui, dans un article, m'a permis aussi de découvrir un personnage australien qui s'appelait Maître Earl Montagu, qui s'est appelé après 85 Maître Earl Montagu, et en 83 je découvre ce personnage haut en couleur, barbu, chevelu, à la mode encore hippie. Il n'en était pas sorti visiblement, et j'ai beaucoup apprécié le personnage, et avec mon anglais tout à fait rudimentaire, je l'ai contacté en 83 par courrier, évidemment. Internet n'était pas encore tout à fait développé.
il n'était même pas dans les projets. Donc je l'ai contacté comme ça et on a commencé à échanger de 83 jusqu'à notre rencontre en 92 à Londres. Donc voilà, je me suis mis à travailler avec Earl Montagu. Ça c'est le 3e livre. Quand j'ai acheté ces livres, c'était en 85. Ça c'est le 3e de la série. C'est pas des gros livres, mais il présentait la pratique, une pratique absolument révolutionnaire pour la France, c'est-à-dire les pratiques à deux. Il n'y avait jusqu'à l'époque jamais eu de pratique à deux en France de présenter. Et non seulement les pratiques à deux, mais ce que lui appelait Po Shui Sancho, donc des pratiques avec partenaires. Donc j'ai commencé à travailler dans ce cadre-là avec lui et j'ai échangé, évidemment, et j'ai acheté ces vidéos en format anglais, parce qu'il envoyait en format susceptible d'être vu par nous. Donc j'ai commencé à travailler sur sa vieille forme de Yuan Wuchang en 1985, tout en continuant à travailler avec cet élève de Jin Sun. Donc en 86, je me rends aux États-Unis pour travailler avec Jin Sun de façon un peu plus approfondie, mais au bout de 3 mois, je suis revenu. Ça ne me donnait pas tout à fait satisfaction sur la démarche que je voulais voir sur le Tai Chi. Ça ne correspondait pas à ce que j'avais, à l'idée que je me faisais. Parce que je continuais toujours à regarder autour les livres, aussi bien sur l'aïkido, le karaté, pas trop le judo. Le judo, comme c'est un sport assez moderne pour moi, il y avait peu d'écrits. Mais bon, l'aïkido, effectivement, on va dire c'est moderne, mais il y avait une liaison avec un passé, alors que le judo, je l'ai découvert beaucoup plus tard, était effectivement une émergence du jujitsu. Mais bon, voilà, avec les changements que ça a apporté, qui ont été apportés à la discipline. Donc voilà, donc je continuais toujours à lire et voilà, par rapport à ce que j'en avais lu sur les disciplines dans l'ensemble et ce que proposait l'enseignant à Boston, je n'étais pas tout à fait intéressé par son projet. Donc j'ai arrêté de le fréquenter, je suis allé voir son cousin qui s'appelle Shu King Kong et qui était positionné en Angleterre et qui proposait à ce moment-là, au mois de février, je crois 87, février ou mars, qui proposait un stage à Stuttgart. Et donc je l'ai rencontré à Stuttgart et il m'a conseillé de le revoir ensuite, de revenir à son stage d'été qu'il faisait à Chamonix. Mais entre-temps, je suis allé à son stage qu'il le faisait à côté qu'il faisait en Allemagne. Et donc j'ai eu l'occasion pendant une dizaine de jours de côtoyer ses élèves allemands, de pratiquer avec lui la méditation et des exercices comme ça, et son projet m'intéressait beaucoup plus. Malheureusement, pour des questions techniques et des questions de développement, j'ai arrêté de travailler avec lui en 89, fin 89, et j'ai continué donc à travailler toujours avec Earl, puisque je le côtoyais. Et voilà, ça c'est pour la démarche Tai Chi. Donc j'ai continué un tout petit peu en 92, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai rencontré Earl en Australie, du moins en Angleterre, à Londres, et je l'ai suivi en 94 en Australie, puisqu'il organisait, du moins pas lui, mais son assistant Stuart Lee Marsney, organisait un séminaire de 3 mois pour les gens qui étaient intéressés d'approfondir la discipline. Il organisait ça pendant 3 mois, et donc j'ai commencé le premier mois chez lui, et au bout du premier mois, pareil, comme j'ai certaines exigences, je l'ai quitté pour aller vivre une partie du temps chez Earl et une autre partie dans des bungalows tout à côté de chez lui pour pouvoir le laisser un peu plus souffler et continuer à travailler. Donc je travaillais avec lui. À l'époque, on était 4 élèves à venir régulièrement, au départ 4. Une personne de Norvège, une personne de Suède et une personne du Danemark. Et on a été rejoint par 2 Anglais. Donc à la fin, on était 6 à travailler régulièrement avec Earl. Du moins les 2 derniers mois, on était toujours 6 personnes à travailler tous les après-midi avec lui, de 14h à 16h
officiellement, c'était le temps qu'il nous donnait. En réalité, il donnait beaucoup plus que ça, et pour un prix tout à fait modeste, puisqu'il ne nous demandait aucune somme d'argent en échange. Simplement de partager avec lui un moment de travail. Donc c'est un peu dans cette lignée-là que j'ai continué à travailler, en estimant qu'à partir du moment donné où on vous donne gratuitement, donnez gratuitement si possible. Voilà. On a toujours des vicissitudes de vie, donc il y a des contraintes qui nous sont imposées, mais dans ce cadre-là. Donc, j'ai travaillé avec Earl vraiment jusqu'en 2001, 2002. Je suis allé le voir plusieurs fois à Swansea, je suis allé le voir à Folkestone, en Angleterre, par 2 fois. Et là, on s'est un peu éloigné sur certains projets. Malgré tout, j'ai gardé contact avec lui. Parce que c'est quand même un professeur vraiment important pour moi. Ce que m'a apporté James Koo, c'est la patience. Ce que m'a apporté Earl, c'est la dimension tout à fait martiale de combat, une crédibilité dans la pratique. Les deux autres, le passage chez les élèves de Yang Tzu-Chong, donc celui de Boston et celui de Londres, m'ont présenté une dimension chinoise de la pratique. Voilà. Et je crois que tu m'avais mentionné aussi, c'était pour moi interpellant, c'est que pour toi, mais aussi dans le monde, on va dire, du tai chi en général, Earl Montagu, en fait, a montré un aspect qui était passé complètement, on va dire, inaperçu aux yeux de la communauté. Oui, tout à fait. Il a présenté une dimension, il a présenté la forme de Yan Luchang, donc ce qui a fait, à l'époque, ce qui a fait un énorme scandale quand il l'a présenté, parce qu'on a dit non, mais c'est une invention, c'est un délire personnel de cet Australien, il doit être sous Enfée ou sous quelque chose d'autre. Voilà, et c'est une totale invention. Et très Earl a été. Donc, quand il a présenté ça en 85, effectivement, ça fait un véritable scandale on va dire, pour nous ici en Bretagne, dans le Landerneau, ça fait un véritable scandale, mais il a été décrié partout. Même en Chine, malgré tout, c'est en Chine qu'il s'est fait reconnaître en 85, il a été reconnu par ses pairs, c'est-à-dire par des gens qui lui ont donné effectivement, avec réception officielle, tout, qui lui ont donné le titre de maître. Il y avait à l'époque, un grand maître et 2 maîtres, dont Fu Zhongwen, qui l'ont reçu et qui l'ont reconnu. Alors effectivement, il avait présenté une forme, puisqu'il s'appelle lui-même The Renegade, et il avait présenté cette forme dite de Yan Luchang, et tout le monde était en train de dire non, c'est une invention. Jusqu'à ce qu'en 98, il ait l'opportunité, grâce certainement à un de ses élèves, de découvrir ce livre de Chen Panling, et aux éditions Blitz, et qui reprend la forme qu'il pratiquait. Moi, dernièrement, quand j'étais à Taïwan, j'ai eu la chance... Bon, il n'y avait pas beaucoup de livres. À Taïwan, j'ai trouvé au total un livre intéressant, et c'était le livre de Chen Panling, qui reprenait effectivement le travail qu'on voit autrement. Oui, évidemment, je le regarde à l'envers. Voilà. Ce livre de Chen Panling qui est repris dans le livre aux éditions Blitz. Et voilà. J'étais vraiment très content en 2012 de trouver ce livre-là, mais il n'y avait pratiquement rien. On avait vaguement la forme en 24 séquences. J'ai rien trouvé à Taïwan. J'ai même pas vu de pratiquants. Avec des amis, on a écrémé tous les parcs possibles et inimaginables, et on n'a pas vu un seul pratiquant, quoi. Comme je disais en plaisantant, je n'ai vu qu'une affiche où il y avait un pratiquant sur cette affiche qui pratiquait du tai chi, mais on n'a pas trouvé. Et effectivement, Earl a présenté toute cette dimension martiale et s'est beaucoup fait attaquer sur ça, parce qu'il a présenté ce qu'on appelait les fadjing à l'intérieur, et ce qui a vraiment fait un clash. En 2002, on s'est éloigné un peu, et en 2003, au travers d'un ami, Bob Lowey, qui est écossais, il m'a proposé en
dans une discussion d'aller en Chine avec lui et d'aller avec tout un groupe d'Écossais. Et j'ai évidemment sauté sur l'opportunité parce que je n'étais jamais allé en Chine. J'avais fait les États-Unis, j'avais fait l'Australie, j'ai fait une bonne partie de l'Europe pour essayer de trouver des professeurs, mais je n'étais pas allé en Chine. Donc en Chine, le programme était tout à fait alléchant. Rencontre avec Zhang Guangde, l'instructeur officiel de l'Université des sports de Pékin, grand maître, donc grand maître reconnu évidemment par ses pairs, et qui était en fin de carrière en 2003, et ensuite d'aller faire un séjour dans le Wutang. Le Wutang, le berceau du Tai Chi. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Le titre, le nom du professeur qu'il nous proposait, c'était Yo Swan De. Il ne disait pas grand-chose, évidemment, comme à tout un chacun. Et c'est simplement en arrivant devant lui et en le filmant, en ayant l'occasion d'être autorisé à le filmer, puisqu'il avait des plages où il aimait bien, il acceptait d'être filmé, et par moments il ne voulait pas. Et non seulement quand je l'ai vu pratiquer et que je l'ai filmé, là j'ai été, comme on dit, j'ai été réellement bluffé. Tout comme j'avais été bluffé la première fois où j'ai vu James Koo pratiquer dans la brume, ce qui m'avait paru absolument merveilleux. Tout comme j'ai été bluffé quand j'ai rencontré Earl et que j'ai travaillé avec lui, et en plus ce côté camaraderie très très particulier chez Earl. Et là, ça a été la dimension de la tradition, vraiment la tradition avec un grand T, où on voit la liaison, le lien dans une filiation, ce qui me renvoie effectivement toujours à la notion d'art, parce qu'il y a une filiation, il y a une continuité, il y a une prolongation avec ces déviations à gauche, à droite, dans tous les sens, mais qui est dans une filiation. Donc ça, c'est ce que m'a vraiment apporté Maître Yo, et avec un travail que je n'avais pas commencé, que j'avais commencé à entrevoir dès 1987 au travers du Qigong. Alors, le Qigong, juste pour faire un aparté, j'ai commencé en 83 avec cet élève de Jin Sun qui me faisait faire des mouvements, et à chaque fois il disait Qigong, Qigong. Et je disais, c'est quoi le Qigong? C'est quoi le Qigong? Il dit, ah, le professeur, il dit, le maître, il dit Qigong. Ok, bon. En 86, quand j'étais à Boston, j'ai cherché le livre et j'ai trouvé un livre, j'étais super heureux, Encounter with Qi. Rencontre avec le Qi. Là, ça y est, j'avais le sésame et j'étais le seul à détenir cette information. Et en arrivant en France, évidemment, j'ai trouvé le livre de Sophia Delza, pas de Sophia Delza, mais sur le Qigong qui venait de sortir. Tiens, j'ai un trou. Et donc, j'ai trouvé le premier livre aux éditions d'Anglès sur le Qigong, et j'ai été vraiment tout à fait ravi de trouver vraiment un premier livre, parce que jusqu'à présent, personne n'utilisait le mot Qigong, utilisait le mot Douyin, gymnastique chinoise, yoga chinois, mais jamais le mot Qigong. Et ça m'a refait ce lien. En 86, en 87, début des années 87, je rencontre Li Xiaoming, qui m'a effectivement amené à une dimension du Qigong intéressante, tout à fait intéressante, mais vraiment poussé beaucoup plus loin avec Maître Yo Swan De en 2003, où j'ai vu tout un travail énergétique qui existait, qu'on voit dans les livres, qui relève du merveilleux dans les ouvrages. On dit, wow, ça doit être extraordinaire, mais qu'on ne voit jamais, et là, qu'il développait pleinement à cette époque-là. Après, bon, je n'ai pas eu l'occasion, parce que je suis retourné le voir en 2004. J'ai passé un mois dans son école pour essayer d'approfondir un peu. J'étais absolument superbement invité. D'ailleurs, à titre d'information, à l'époque, une semaine dans le Wudang, c'était 50 €. Aujourd'hui, j'ai appris qu'une semaine, ça doit être proche de 650 à 700 € par la semaine. À l'époque, c'était 50 €, nourriture, hébergement et cours compris. Donc j'avais payé 200 € pour un mois. Maintenant, c'est 2500 à 3000 € pour faire un mois de pratique. Je trouve un peu... Bon, voilà, si les gens acceptent.
Mais bon, voilà, c'est justement ce fameux travers chinois sur lequel je n'étais pas intéressé, qui m'a fait arrêter avec Boston et qui m'a fait arrêter avec Londres. Voilà un peu le résumé. Donc, et depuis 2008, ça a été ma dernière rencontre vraiment officielle. Et tu étais avec moi dans le Wudang, Wudang. Et parce qu'on s'est rencontrés aussi, alors peut-être tu vas le développer après, en fait, c'est quoi? C'était en 2005 2005. À l'Université sportive de Pékin. Oui, à l'Université des sports. Oui, c'est ça, Université des sports de Pékin. TU Dash, c'est ça. Hein, exactement. Alors là où tu as approfondi particulièrement en fait le Qigong. J'ai approfondi les deux choses. J'ai travaillé, j'ai eu l'occasion, je me suis dit que pour essayer de comprendre un peu plus, puisque on n'avait pas de méthode en France, je me suis dit que ça serait peut-être bien d'aller voir un peu en Chine ce qui se passe. Et donc je me suis dit, bon, je vais me donner 6 mois de travail là-bas. Je vais aller travailler pendant 6 mois à l'Université des sports et je vais essayer de voir ce qu'il en est exactement, ce qu'il en est de cette discipline. Donc j'ai commencé à l'Université des sports pour un semestre, en pratiquant un style, quand le professeur nous a dit style Chen, je dis non, c'est pas possible. Bon, lui, il était 6 fois champion de Chine de style Chen. Mais bon, il y a tout un programme. Tous les 2 mois, on voit un nouvel élément. Donc ça, voilà. Premier, donc style Chen pendant 2 mois. J'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Je sais pas, ça n'a jamais imprimé. J'ai imprimé pour passer l'examen. J'ai vraiment imprimé. Et le lendemain, j'ai dû faire pendant la nuit ce qu'on appelle en informatique un reset. J'ai tout oublié pendant la nuit. Le lendemain matin, c'était une page blanche et j'arrivais dégagé. Mais j'ai eu l'examen. Je l'ai eu apparemment tout à fait brillamment, mais j'ai tout oublié pendant la nuit. Voilà. Pour multiples raisons, j'ai fait des articles sur le sujet. Alors juste pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, en fait, il y avait le matin, donc les cours donc c'est un programme, soit on pouvait faire 6 mois ou sinon c'était 2 ans pour faire l'entier, qui était sur les pratiques, on va dire, de bonne santé, tai chi, pakwa, voilà. Et après l'après-midi, là il y avait un autre cours, un autre programme qui était vraiment spécifiquement dédié en fait au Qigong. Oui, donc le matin c'était avec Wang Kongwei sur le tai chi. Et donc, on s'est rencontrés à cette occasion-là en 2005. Et l'après-midi, c'était avec Ru Shofei. C'était le principal assistant du professeur Zhang Guangde, qui faisait un cours pour les étrangers et aussi pour les Chinois, qui faisait un cours, on va dire, international, où il y avait allemand, suisse. Il y avait un Suisse, mon ami Cédric. Et il y avait plusieurs pratiquants allemands, évidemment. Il y a tout un ensemble de personnes qui étaient vraiment intéressées par la pratique. Et là, c'est pareil. Par contre, là, c'est sur 1 an. Le programme complet est basé sur 1 an. Donc, 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi, ce qui faisait 5 heures. Une journée, donc avec la pratique personnelle, ça faisait une journée bien remplie. Bon, on a eu les vacances du 1er mai, 7 jours, qui nous ont permis de souffler un peu, mais voilà, c'était le programme qui était proposé à l'Université des sports de Pékin, 3 modules par semestre, ce qui fait que pour une personne qui voulait faire tous les modules, ça faisait 12 modules pour le tai chi. En comptant le pakwa, puisque dans ce que j'ai fait, moi c'était tai chi, donc Chen, Sun et pakwa. Donc, que tu as présenté aussi, donc le pakwa. Et tous les voilà. Et le prochain semestre, j'ai pas regardé, mais il y avait une Australienne qui était là qui terminait son cycle de 2 ans et qui avait fait tous les 12 modules. Et il y avait évidemment des amis noirs qui étaient là, qui avaient effectivement fait l'intégralité du master. Master à ne pas confondre avec maître, ce qu'utilisent les Chinois souvent en interprétation. Master, ça veut dire maître. Donc ils se font un master d'université en 4 ans. Donc 2 ans de tai chi, 1 an et demi de kung fu, voilà, et 6 mois de sanda. Et il y avait des pratiquants venant d'Afrique qui étaient là et qui avaient effectivement qui avaient leur master entier de wushu. Ils l'appellent
Chou. Et voilà, c'était dans ce cadre-là. Alors, tu es déjà en train en fait d'aborder en fait une question que je crois qu'il sera intéressant d'approfondir un peu. C'est celle des contextes modernes et traditionnels d'enseignement et de partage, hein, puisque bon, les derniers sur lesquels on était dans le Bhoutan avec Maître Yo, plus dans un contexte traditionnel, mais en même temps, à la même époque aussi, donc tu passes du temps à l'Université sportive de Pékin, donc là qui est plus, on va dire, un contexte institutionnalisé, modernisé. Donc ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises un peu quelle est la différence, parce qu'on s'y perd, hein, on dit Tahiti, mais alors quelle est la différence dans l'approche? Mais peut-être avant de l'aborder, juste pour compléter un peu ton parcours, tu as aussi été un des pionniers du Yichuan. Alors, quand j'ai rencontré ce professeur, Li Xiaoming, il voulait se faire après professeur. Il ne voulait pas maître ou autre chose. Et il a commencé à présenter un stage où je suis allé à Vannes au mois de juin. Je suis allé le rencontrer à Vannes au mois de juin en 87. Et j'étais avec un ami, entre autres, Alain, et on était du moins tous les deux de la même association, et on l'a rencontré à Vannes. À Vannes, il a commencé à nous présenter des exercices pendant 3 jours, où, honnêtement, personne n'a compris grand-chose. Il venait pour nous présenter le Qigong. Alors, quand il faisait encore des mouvements gymniques, on s'en sortait un peu, mais quand il nous faisait des mouvements de marche, en déplacement, comme un mouvement qu'on a traduit par pousser la vague, plus personne n'y se retrouvait. Et la vidéo qui a été faite est un grand moment du moins pour moi, un grand moment de solitude, hein, sur ma propre pratique. Donc, en 87, il termine son stage et Alain me dit, on ne peut pas en rester là. Il faudrait qu'on aille le voir et lui demander si on ne peut pas approfondir. Et là, il nous dit, si vous voulez approfondir, il y a un personnage, il y a une personne sur Paris qui a travaillé avec notre professeur et un ami à moi, du moins, pardon, et qui pourrait vous enseigner, s'il s'appelle Ilias Kalimitsos, rencontrez-le et travaillez avec lui si vous voulez vraiment approfondir. Et donc, Ilias, quand on l'a rencontré, la première chose qu'on a commencé, c'est à travailler Zhanzhuan Gong. Et on a passé pratiquement... Alors, Zhanzhuan Gong, à nouveau, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ce qu'on appelle souvent l'arbre. La posture de l'arbre. Et Ilias nous a demandé de commencer à travailler ça de façon sérieuse, puisqu'on était intéressés. On allait dans ma petite 4L avec Alain en voiture jusqu'à Paris. Donc ça fait 350 km de Rennes. Et on allait prendre nos 2 heures de cours. On s'était arrangé pour avoir 2 heures avec Ilias. Et la posture de l'arbre, c'était la posture en bas. C'était pas la posture qui est aujourd'hui connue où les gens sont ici. C'était vraiment la posture en bas. Et on a passé 9 mois à vraiment travailler cette posture. Maintenant, ça se fait plus tout à fait comme ça. Mais à l'époque, c'était ça. On était intéressés, donc on se mettait à travailler sérieusement. Et on ne voyait presque qu'un mouvement, ce mouvement-là. Après, le contexte a changé. Les gens, il leur faut 10 à 15 techniques différentes dans l'heure. Mais à l'époque, c'était une posture. On regardait qu'une posture. Voilà. Et donc, on a vraiment commencé à travailler dans une forme traditionnelle. Alors, la forme moderne là-dessus, comment se place la forme moderne? C'était facile à voir. La forme moderne, n'importe quel gymnaste, n'importe quel danseur peut apprendre une forme moderne. Moi-même, je me suis amusé à titre de test pour moi, à travailler une forme moderne et la présenter en compétition. Un beau jour, j'ai présenté la forme en 40 séquences. J'ai commencé à la travailler le lundi sur vidéo et le samedi matin, je la présentais et bon, j'ai terminé. C'est vrai que je n'ai pas terminé premier au championnat de France. J'ai terminé deuxième parce que je n'avais personne dans le jury que je connaissais, quoi. Donc, mais j'ai appris la forme et que j'ai présenté sans aucun problème et que j'ai exécuté.
il y a un temps d'exécution 6 minutes maximum, j'ai dû l'exécuter en 5,55 quoi. Donc une forme moderne, ça peut se pratiquer très très vite quoi. C'est une gymnastique, c'est-à-dire c'était le projet de la Chine, hein. Le tai chi, on lui retirait tout son fatras de tradition, tout son fatras de travail énergétique, voilà, toutes ses à côté, et on en faisait une gymnastique qui, justement, c'était au tout début, les formes de yin, tout ça, qui étaient présentées en Occident, c'était vraiment de la gymnastique, quoi. C'est ce qui nous était présenté. C'était une suite de mouvements, un enchaînement de mouvements pour se sentir bien. Et c'est superbe, puisque c'est effectivement le premier aspect aujourd'hui qui est proposé, et que je propose effectivement à mes élèves, c'est bonne condition physique, bien-être, hein, détente, relaxation, voilà. L'axe martial a en supplément travail énergétique et art martial qui est présenté. Et donc dans ce cadre-là, on sort complètement d'une dimension simplement gymnique. Hein. Alors on peut faire de la gymnastique en faisant Po Shui et Sancho, on peut faire ça puisque c'est une chorégraphie, dans ces cas-là ça devient une chorégraphie, mais dès qu'on essaye de faire vivre un peu le mouvement, on sort de ce cadre purement moderne de gymnastique, quoi, qui, comme je dis, est intéressant à plein de titres. Alors on m'a reproché à un moment donné, je faisais la forme en 24 séquences dites forme de Pékin. Je dis non, mais c'est très 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 bien pour apprendre latéralisation, côté gauche, côté droit. Je dis ça c'est intéressant pour les gens. Et je dis, et en approche, j'enseigne cette forme en 24 séquences, j'enchaîne aussi la forme en 8 séquences, mais ce ne sont, à proprement parler, que des formes gymniques. Il n'y a rien à voir d'énergétique à l'intérieur. Ce ne sont que des formes gymniques qui sont tout à fait intéressantes dans le cadre d'apprendre à bouger, apprendre à se détendre, apprendre à se relaxer. Alors peut-être une question, parce qu'une des raisons pour lesquelles j'étais venu à Pékin et qu'on s'était rencontrés, c'était justement pour comprendre, puisque j'étais anthropologue du droit pendant tout un temps, et de comprendre ce qui se passait dans la transformation de certaines traditions quand on les mettait en fait dans un cadre institutionnalisé moderne. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage-là? Et une des choses qui m'a frappé, hein, c'est pas comme ça qu'est compris normalement le travail interne, hein, mais on pourrait le voir comme ça, interne, externe, que dans le travail interne, la référence, c'est l'unité qui doit être créée par rapport aux pratiquants. Donc c'est son unité interne. Déjà, d'abord par rapport à son corps, puis par rapport à l'énergie, puis par rapport à tous ces éléments qui doivent commencer à former une unité. Voilà. Et donc, pour y arriver, on travaille de l'intérieur vers l'extérieur, en ouvrant les différents blocages, en renforçant ce qui doit être renforcé, puis petit à petit, les choses prennent forme. Alors que dans les traditions, enfin, dans l'approche scientifique, moderne, institutionnalisée, c'est l'externe qui prime. Qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur? Il faut qu'il y ait tel angle, il faut qu'il y ait tel... voilà. Oui, c'est effectivement l'image. Il y a une objectivation, on va dire, de la pratique. Et qui m'a été très très bien présentée par une personne qui venait de La Rochelle et qui m'a présenté le kung-fu qu'il était en train d'étudier à ce moment-là, et qui me dit, mais tu sais, le kung-fu qu'on est en train de voir ici, tout ce qui nous manque, c'est les cerceaux, les bâtons, mais c'est de la gymnastique. Voilà, on nous demande simplement de la gymnastique, c'est-à-dire un aspect complètement visuel, paramétrable, où on peut dire effectivement l'angle du genou, tous les points de repère qui sont ce que va faire un photographe en prenant des images, va chercher exactement les positions d'angle, tout ça, mais qui ne sont pas nécessairement de l'interne. Alors, comme disait Earl très très justement, déjà à son époque, il dit tous les enseignants dans la tradition, du moins qui enseignent, entre autres le professeur de Ron Kangwei, que j'ai rencontré, que Ron Kangwei nous a permis de rencontrer, bien entendu, il était inscrit dans la tradition. Mais il n'avait présenté à son élève, ou du moins jusqu'à cette époque-là, il n'avait présenté que la dimension externe du mouvement.
C'est-à-dire jamais de travail interne, de centrage sur soi-même, de travail en approfondissant sur son ressenti. Parce que effectivement, là, c'est la grande différence pour moi. Le côté chimique de ces disciplines-là, une fois qu'on l'a fait, c'est bien sur sa carte de visite, j'enseigne ça, et effectivement, moi un jour on m'a demandé peux-tu nous conseiller un livre? Et je conseille aux éditions de Vecchi, j'enseigne un livre qui a été écrit sur la forme en 24 séquences, et on me dit mais attends, d'abord il n'est pas en français, il est italien. Je dis ouais, mais ses mouvements sont propres, impeccables. Il n'y a rien à dire sur son travail. Donc je dis, ça c'est la référence. Par contre, si vous voulez travailler autre chose, eh ben, vous allez être obligé de passer par un autre travail, entre autres, je dirais, le bouquin de Catherine Despeux, que vous allez voir, bon, qui est l'incontournable livre en France. Alors, il y a effectivement en Angleterre, du moins en Italie, il a été fait un ouvrage par un dénommé Roberto Fazzi, qui est le pendant de celui de Catherine Despeux, dans la mesure où lui n'avait pas les sources de Catherine Despeux, du moins n'avait pas les informations françaises, parce que beaucoup des livres qui ont été écrits après Catherine Despeux sont des reprises de son livre partiel, ou de celui de James Cook, que j'ai présenté tout à l'heure, sont des reprises de ça. Roberto Fazzi n'ayant pas accès à ce livre-là, il a fait un travail tout à fait original aux éditions de Vecchi, et qui est absolument superbe. Mais il faut passer par ces livres-là, et qui effectivement renvoie aussi à ce livre-là, le manuel de Chen Gong. J'ai trouvé ça de façon tout à fait exceptionnelle. J'étais vraiment heureux ce jour-là. J'étais en Australie, à Brisbane, en 94, et là, je fais un libraire, et il avait ce livre-là. Je dis, mais comment ce livre, c'est une... Et quand je l'ai présenté à Earl à l'époque, il dit, ah, c'est notre Bible, ça. C'est notre Bible, c'est pratiquement le premier livre qu'ils ont eu, quoi. Traduction en 1946, je crois, à Hong Kong, en anglais, du fameux ouvrage de Chen Gong, un des élèves de Yang Zhengfu, qui avait, on va dire, détourné les manuscrits de Yang Zhengfu pour écrire quelque chose. Voilà. Donc, mais il y a vraiment une grosse différence pour moi entre les formes internes et les formes externes. Et puis aussi sur la notion même de forme. Hein, dans la pratique moderne, ce qui est mis en avant, c'est l'apprentissage de forme. Et on a même l'impression parfois que le tai chi se résume à la forme. Voilà. Une fois que j'ai appris la forme, voilà, je connais la forme, après j'apprends une autre forme, mais c'est la forme. Alors que tu me disais que pour toi, en fait, la forme, si je me trompe pas, c'est 7% du travail, tu disais. Oui. Pour moi, la forme, ça ne représente pas plus que 7% du travail réel. Alors que dans sa dimension chimique, c'est tout le travail. Tout le travail, c'est la forme. On s'arrête. Une fois qu'on maîtrise la forme, on la répète ad vieternam, sans en bouger, ne serait-ce qu'un iota, parce que la forme, elle est effectivement présentée comme ça par le maître qu'on a trouvé, et donc on ne va pas en changer, parce qu'autrement on risque de se faire taper sur les doigts si on osait présenter, au lieu de pousser le mouvement en passant près de l'oreille comme ça, qu'on disait, ah, peut-être que ma main doit être comme ça. C'est comme ça, donc on ne va pas bouger. Si on bouge d'un millimètre, on va se retrouver exclu du groupe, et la risée est mise à l'index du groupe. Alors que, effectivement, toutes ces pratiques-là, ça ne représente que 7%. La forme en elle-même, ce n'est que 7% du travail. Après, ça va être tout un travail d'écoute, de ressenti. C'est comme un pianiste. On prend un pianiste, quand il a appris sa forme, d'abord, quand il la joue, d'abord, il va falloir qu'il la mémorise. Donc, on le voit bien sur les concerts, au niveau des concerts, le pianiste, vous prenez certains, moi j'aime particulièrement Gengun, Sokolov, Michelangeli, des pianistes comme ça. Quand vous regardez, on dit, tiens, le papier doit coûter cher parce qu'ils n'ont pas de partition devant eux. Donc, déjà, c'est la mémorisation. Et ensuite,
ça va être l'interprétation. Et l'interprétation, ça va être tout le travail. Mais c'est-à-dire qu'on part d'un modèle très 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 précis, d'une construction très précise. Comme en peinture, on va partir d'un travail académique, d'une capacité à dessiner le corps humain avec une extraordinaire précision, pour ensuite faire ce qu'on a envie de faire de cette chose. C'est-à-dire qu'on peut arriver jusqu'à des formes très très modernes, mais au départ, on est capable de dessiner d'une façon tout à fait académique. Et avec le tai chi, il en est de même. C'est une interprétation, c'est pas ce que j'appelle les élucubrations d'une personne qui a vaguement appris quelques mouvements. Non, non. La forme en elle-même est vraiment le substrat à partir duquel on va commencer à travailler. Et la forme doit être la plus précise possible, avec la plus grande capacité de précision qu'on va pouvoir y apporter. Et la plus grande capacité de ressenti dans le mouvement des mains, dans le mouvement du corps qu'on va pouvoir y apporter. Tant qu'on n'a pas ce mouvement, on est encore dans une interprétation qui n'a rien de construit. Et donc ça, c'est effectivement, certaines personnes sur Internet en ont parlé, et je leur en suis gré de dire, oui, mais attention, c'est ton interprétation. Je dis, non, non, non. L'interprétation se construit à partir d'un substrat très très précis de forme. Il faut être dans une exactitude la plus grande possible, dans une circulation la plus grande possible du mouvement, dans une unité la plus grande possible du mouvement, avant de pouvoir commencer à interpréter le mouvement. Et il ne s'interprète pas comme ça. Effectivement, c'est dans une tradition, c'est vivant. Alors que dans une gymnastique, c'est un système bloqué. Le patinage sur glace est la chose peut-être la plus belle présentée, c'est-à-dire que avant certaines épreuves officielles, on dessine sur la glace les cercles que devront reprendre exactement les athlètes et suivent très précisément. Et donc si le cercle n'est pas dessiné ou la courbe n'est pas dessinée, pratiquée exactement comme ça, avec cette précision-là, la note diminue. Et c'est ça qu'on s'aperçoit dans les formes modernes de tai chi, j'allais dire gymnastique, dans les formes modernes, où effectivement on doit être dans un modèle très 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 précis, genoux, voilà, position à l'aplomb de la styloïde, cuisses parallèles au sol, monter le pied au ralenti jusqu'à la hauteur de la tête, et des choses comme ça. Ça, c'est les formes modernes. Bon, effectivement, je peux pas le faire, bien entendu. Parce que pour pouvoir faire ces formes modernes de tai chi, il faut avoir fait l'université, comme tu as vu les gamins qui travaillaient à partir de 3 ans, jusqu'à 8 ans, les compétitions qu'on a vues, et il faut s'être entraîné à monter la jambe et rester la jambe en l'air pendant des temps absolument fabuleux pour espérer développer quelque chose et développer ces chaînes musculaires que si on ne l'a pas fait jusqu'à l'âge de 5-6 ans, on sera toujours dans l'impossibilité d'exécuter. Alors on pourra donner un coup de pied assez haut très rapidement, mais on ne pourra pas laisser la jambe se dérouler comme l'élève, je ne sais pas si tu étais là quand tu as vu cette élève chinoise qui était venue nous accompagner à un moment donné, qui pratiquait une forme, et le pied qui monte tout doucement, absolument admirable comme sport et gymnastique, mais c'est de ce que moi j'appelais de mon côté de la GRS au ralenti. Il y a une phrase, toi, de mon maître de tai chi à Bruxelles, Pan, que j'ai noté, que j'essaye de me rappeler, puis que je dis à mes étudiants, mais qui finalement résume bien la différence d'approche. Il disait toujours chaque mouvement goûter comme une bonne tasse de thé. Tout à fait. Et donc déjà au départ, on goûte. Donc il y a le côté bien-être que tu dis, on apprécie. Ah, c'est bon, c'est du bon thé. Enfin, et quand c'est une bonne forme, c'est du bon thé, oui. Et je te vois rigoler parce que toi, tu en sais quelque chose, du bon thé. Mais il y a aussi cette notion de déguster. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Et puis petit à petit, on apprend à déguster de mieux en mieux. Ah tiens, là il était à 62 degrés là. Oui. Il aurait dû être à 60. Moi, ça aurait encore mieux permis au goût de se déployer. Donc en fait, on est dans une démarche de recherche fondamentale. Oui. Et non pas dans une démarche uniquement de reproduction et de conformation à un modèle donné. Oui. Mais, alors c'est ça qui est le grand intérêt, il y a la recherche, mais pour pouvoir rechercher, il faut quand même qu'on sache
les bases qui sont correctes. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots quelles sont les bases fondamentales pour travailler, on va dire, dans un esprit de... Donc, autant par rapport à l'attitude que par rapport physiologique. Qu'est-ce qui fait que quelque chose deviendrait un art interne ou qui permettrait de faire la distinction? Donc, si on ne fait pas confiance, on va dire, au label qu'on se met, parce que tout le monde peut se mettre un label. Oui, tout à fait. Mais en voyant un pratiquant dans un parc, on regarde, si on a la capacité de voir, qu'est-ce qui permettrait de faire la différence entre, ah ben là, c'est de la gymnastique qui est fort impressionnante, ou ah là, il y a un travail qui est de notre nature. Alors, entre la gymnastique et... Il y a un point très très facile à voir. À un moment donné, on s'en aperçoit facilement. C'est ce que moi j'appelle l'unité du corps. On commence à regarder la personne quand elle bouge, c'est le texte fondateur de Shan Zheng Feng. Quand une partie du corps est en mouvement, toutes les parties du corps sont en mouvement. Et je discutais avec la plupart, moi je discute avec la plupart du temps avec les gens, et je leur dis, mais attendez, cette règle-là, vous l'appliquez? Si, je l'applique. Je dis, mais non, quand votre bras fait ça, votre tronc, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, on fait ça, parce que dans notre forme, nous, c'est un peu différent de la vôtre. Je dis non, quand on bouge, toutes les parties du corps bougent, on va descendre, on va pas monter, parce qu'on verrouille pas le bassin. Donc c'est une unité du corps, c'est vraiment une chose fondamentale. C'est entre autres pour ça que je suis allé voir Ilias Kalmitsos, et qui m'a été confirmé à l'époque par Maître Yo, quand je lui ai posé la question. Je vous vois pratiquer, il était en train de nous faire des mouvements, je vous vois pratiquer du Yichuan. Hop! Presque malheureux. Alors, heureusement, il y avait une traductrice, et qui dit, hop, ce n'est pas du Yichuan, c'est du Xing Yichuan. Et je dis, ok, alors, dans vos cours, quand est-ce que vous faites un cours de Xing Yichuan, quand est-ce que vous faites un cours de Pakwa, et quand est-ce que vous faites un cours de Tai Chi et de Qigong? Ah, mais il n'y a aucune distinction. C'est un ensemble. On travaille toujours dans une unité. Il n'y a pas de distinction entre Tai Chi, Xingyi, Pakwa. Et quand on regarde bien dans le Tai Chi, il y a du Pakwa, il y a du Xingyi. Et quand on regarde dans le Pakwa, il y a du Xingyi et il y a du Tai Chi. Et quand on regarde dans le Xingyi, qui est une forme plus, on va dire, de début, il y a effectivement un tout petit peu de Tai Chi, avec les orientations, et pas de Pakwa. Mais c'est une forme plus, je veux dire, j'espère ne pas me fâcher avec les gens, plus frustre, mais qui donne, oui, mais le but ici de ce que j'ai fait justement avec Ilias, c'est d'apprendre les bases de la structure du corps, les bases de fonctionnement du corps. Donc, on va apprendre à faire travailler le corps dans une unité, et c'était le meilleur travail pour moi que j'ai pu rencontrer. Alors, j'ai un ami qui, du moins, un excellent ami de Maître Earl Montaigu, le sensei Tomiyama, qui a encouragé un de mes élèves, puisqu'il l'avait rencontré en Norvège avec moi, et qui lui avait dit, mais pour apprendre plus vite les bases, va voir le karaté. Tu vas avoir les bases de la structure du corps. Après, les bases de fonctionnement, c'est autre chose, mais tu vas avoir la structure. Il te manque une structure. C'est pas en faisant du bodybuilding, à soulever des charges et autres, que tu vas développer ça, parce que tu développes des segments. Alors que les arts internes vont développer une unité complète du corps, et pas des segments. On ne travaille pas de façon segmentaire dans le corps, on travaille dans une unité du corps. Mais c'est bien de faire du segment de temps en temps, mais c'est ce que fait justement la gymnastique. La gymnastique va travailler par segment, et non pas par unité du corps. Donc, tout le Tai Chi, et c'est pour ça que j'ai travaillé entre autres avec Ilias, parce que justement, il présentait le travail de l'unité du corps. Et prendre conscience que le corps est dans une unité. Et qu'il n'est pas justement par petits tronçons dans son approche. Voilà, c'était vraiment ça qui... Voilà. Et ça, c'est le premier point. L'unité du corps. Alors, ça, c'est le tout premier point. Travailler... Alors, là, on est obligé de passer par les Qigong. Et c'est ce que dit justement ce Qigong quand il écrit. Il dit, quand on apprenait le Tai Chi à mon époque,
le professeur nous donnait les mouvements un par un mouvement tous les 2-3 mois, en fonction de l'avancée de chaque élève. Chaque élève travaillait à son rythme pour apprendre un mouvement tous les 2 mois, peut-être plus pour certains, mais un mouvement tous les 2 mois. On travaille sur sa posture, on travaille sur ses positions de genoux, sa position de tronc, son unité du corps, hein, avec ses enracinements, hein, parce que dans les formes modernes, quand on regarde bien, il n'y a jamais d'enracinement, c'est simplement le regard extérieur qui vous dit c'est bien, c'est pas bien, alors que vous n'avez aucun repère par rapport à vous-même pour vous rendre compte si on est dans un juste ou pas juste. Alors que dans les formes anciennes, quand on pose le pied, on dit toujours 60, 40% ou 70, 30, mais le poids du corps est sur une jambe. On n'est pas dans un système de double lourdeur comme dans le système moderne, puisque dans le système moderne, quand on avance le pied, le genou tombe à l'aplomb de la styloïde, donc s'il tombe à l'aplomb de la styloïde, on pose sur le talon, on ne pose pas sur la pointe, on ne pose pas sur le pied entier, on pose sur une partie du pied. Voilà. Donc, et toutes les formes modernes sont là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre pour la personne, c'est-à-dire de centrage possible pour la personne. Et donc c'est un travail sans fin, puisque de toute manière on ne lui a pas permis de travailler sur son centrage, on lui permet simplement de travailler sur une forme. Et ça a été un tout petit peu ma difficulté quand je suis allé à l'Université des sports de Pékin, le BUP, comme on l'appelle, c'est que moi j'étais allé dans une idée au tout début, en continuité avec ce que j'avais vu chez Maître Yo, dans Tradition, et en fin de compte, non, le but là, c'est là ma difficulté, c'est, on me dit, mais non, un jour j'ai eu un contact avec ma compagne, et qui m'a dit, non, c'est une université de sport. Ce n'est pas un art martial, une discipline interne. C'est une université de sport. Et c'est vraiment radicalement opposé, parce que si on écoute Maître Yo en parler, il dit du tai chi et des arts internes, il dit, si c'est visible, c'est que ce n'est pas de l'interne, c'est de l'externe. Donc quand une personne commence à, visuellement en parlant, faire quelque chose, c'est de l'externe. Alors effectivement, quand on va faire une démonstration devant un public, si vous restez dans l'interne, ça risque d'être un peu surprenant pour eux, parce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, tu me fais penser à une autre citation qui m'a marqué et qui est devenu le programme pour toute sa vie d'un de mes grands amis, Robert Vachon, de l'Institut interculturel de Montréal. Oui, que j'ai vu sur YouTube. Sur YouTube. C'est Raymond Panicard qui dit au début d'une conférence, « Ce que je vais vous dire ne peut pas être dit. Et c'est parce que ça ne peut pas être dit que ça vaut la peine d'essayer de le dire. » Tout à fait. Ça rejoint tout à fait une phrase d'un de mes profs de psycho qui s'appelait Jean Dron. Et un beau jour, un étudiant lui dit, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et il nous a dit tout simplement, toute définition de l'amour ira à l'encontre de la chose elle-même. Ça ne prendra jamais qu'un aspect de la chose. Et effectivement, dès qu'on essaye de définir ce que c'est que le tai chi ou autre, et ta phrase rejoint tout à fait ce dont on rediscutait sur Lao Tzu, la première phrase de Lao Tzu, dès qu'on commence à essayer de circonscrire une chose, dès qu'on a fini comme dans la forme moderne de tai chi, on a fait sa gymnastique du monde, très bien, c'est mieux que de rester assis à servir son coca, mais on est toujours que dans... Voilà, on a fait sa gymnastique du matin. Et c'est vrai que moi j'ai été interpellé, comme je disais au tout début, quand je regardais ces techniques au tout début, que j'étais intéressé. Zazen, Aikido, yoga, je l'ai dit, et quand je regardais les gens, il y avait un enseignant sur Rennes qui me tentait, mais malheureusement, bon, pour X raisons, j'ai pas pu travailler avec lui, j'étais intéressé au départ. Salutations au soleil. Je dis, mais quel plaisir ils peuvent avoir à faire ça tous les jours. Quel est l'intérêt de cette chose-là? Et ça m'interpellait
beaucoup, puisque je voulais pratiquer avec lui. Mais malheureusement, son carnet d'élèves était plein, il en avait une dizaine. Il dit, non, mais je ne peux pas prendre. Il faut attendre un désistement, qu'une personne ne puisse plus venir pendant 1 ou 2 ans, pour que je puisse te prendre comme élève. Et quand il s'est proposé de me prendre, ça faisait 1 an que j'avais commencé le tai chi. Je lui dis, mais je suis désolé, je viens de commencer le tai chi, et il y a quelque chose qui m'interpelle dans le tai chi. J'ai envie d'approfondir ce point de vue-là. Il y a une dimension, moi pratiquant les deux, hein, oui, c'est 2 choses que j'aime beaucoup. Mais là où je vois une grande, enfin vraiment oui, une grande différence et que j'aime justement sur le côté tai chi, j'aime particulièrement dans cette voie-là, c'est la notion de partage et de travail avec les autres. Dans le sens que oui, dans le yoga, oui, ça existe aussi, mais disons la pratique en tant que telle est plus individuelle. Il n'y a pas de travail à 2, on ne teste pas à 2. On n'échange pas à 2, hein, alors que dans le tai chi, ça fait fondamentalement partie du système. Effectivement, il y a une notion de contact dans le tai chi dans ce que j'ai pu voir du yoga, que je n'ai pas vu. Il y a une notion de contact, de toucher, de position, qui n'est pas justement, qui ne peut pas être mal interprétée, puisque c'est une partie inhérente du tai chi, c'est tester. Hein, un jour, j'entendais un instructeur dire oui, il faut 3 ans pour réaliser ce Qigong. Et j'étais avec mon ami Cédric, dont j'ai parlé à Pékin sur le Qigong, et je lui dis non, Cédric, c'est pas 3 ans, c'est 3 mois. Il me dit comment ça? Je dis si tu travailles avec un partenaire, réellement, travailler avec un partenaire, il te faudra 3 mois pour ressentir, parce que lui, il joue en interaction avec toi. C'est-à-dire que, comme je disais, j'en reparlais dernièrement, il y avait transfert et contre-transfert. C'est-à-dire, on transfère quelque chose au partenaire et lui, il nous renvoie un feedback, il nous renvoie son information. Et ce jeu permanent va nous permettre d'avancer. Alors qu'en yoga, on est un peu pris tout seul, on est presque dans sa sphère, alors que... alors ça c'est grossier, hein, puisque j'ai très peu de connaissances, mais alors qu'en tai chi, qigong, pakwa, xingyi, on va tester avec le partenaire la validité du geste. On va le tester réellement. C'est-à-dire que quand on dit on pousse, on va le tester. On va pousser. Ou quand on tire, on va tirer. Et on va tester si la position du bras est correcte. Et qu'est-ce qui fait que ce que je viens d'étudier avec mon professeur, ou j'ai étudié avec mon professeur il y a 20 ans, c'est bizarre, ça ne marche pas. Il m'a dit quelque chose, mais ça ne marche pas. Ah, étonnant. Testons. Et il y a bien quelque chose qui doit fonctionner en dedans. Mais je ne le comprends pas pour l'instant. Un beau jour, Maître Earl Montaigu, j'étais à Folkestone avec lui, il dit c'est les mains levées. Et il nous fait une légère correction sur les mains levées, il nous dit le mouvement il est comme ça. Je me dis, diantre. Oui, ça y est, j'ai compris. J'avais rien compris. Mais j'avais commencé à entrevoir la partie du mouvement. Il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre réellement ce qui, me semble-t-il, il avait dit dans son mouvement. Il m'a fallu pas mal d'années. Parce qu'il avait commencé à présenter un aspect et oui, j'ai développé ce travail et en travaillant, oui, je dis ok, c'est comme ça. Mais ça, c'est avec partenaire. On travaille avec partenaire et le fait de travailler avec le partenaire, on va aller, ça va nous aider. Du moins, moi, c'est ce que je trouve. C'est pour ça que, quelle est la différence entre les techniques indiennes, les techniques du yoga et les techniques chinoises? Avec les techniques chinoises internes, on va expérimenter. Et on va expérimenter en permanence avec partenaire. Et on va échanger. Et on n'est pas dans sa bulle où on se dit, ok, j'ai acquis le savoir. Et c'est pour ça que quand je fais, par exemple, que j'anime un stage, si j'ai 50 élèves, je vais m'arranger pour travailler, si possible, avec tous les élèves durant le stage. Parce que chacun m'apporte quelque chose. Et je peux peut-être apporter mon approche, ce que j'ai ressenti, mais aussi
ce que j'ai ressenti des autres aussi en même temps à ce partenaire. Hein. Je dis toujours, quelle est la personne la plus heureuse dans le groupe? La personne qui a le plus de chance, pas forcément la plus heureuse, mais la personne qui a le plus de chance, c'est le prof. Parce qu'il peut se permettre d'aller voir tout le monde et de travailler avec tout le monde. Alors que des fois, l'élève, il n'ose pas aller voir le prof et dire je peux tester. Alors que moi, en tant qu'enseignant, je dis je vais aller vers la personne, je dis on travaille ensemble. Alors des fois, il n'y a pas un refus parce que la personne est trop timide, je dis pas de problème. Et on travaille. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écoute, le ressenti de la personne. Travailler avec la personne pour échanger. Et ça, c'est la partie la plus... c'est une des parties qui sort du cadre des 7%. Et toi, là, je te poserai une question, parce que vraiment, là, le temps qu'on a travaillé ensemble, en fait, c'est l'écoute qu'on a mis, en fait, avant tout. Et puis je m'efforce d'écouter depuis longtemps, mais je me rends compte que oula, il y a des niveaux d'écoute. Hein. Mais par rapport donc à l'art en tant que tel, donc moi dans ma vie, ça m'a apparu que c'est la paix qui m'intéresse. Hein. Et donc c'est cette notion de paix vivante, donc une harmonie dynamique. Moi je suis encore sur le livre de Dostoïevski. Hein. Paix et guerre. Hein. Moi, j'essaie de voir l'harmonie même de la paix et de la guerre. Et donc, ça suppose le dialogue. Et le dialogue qui est basé sur l'écoute. Hein. Donc, moi, si tu veux, j'avais défini en fait en quatre composantes hein, de ce dialogue, qui était dialogue avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement et au-delà. D'une certaine manière, là, ce dont on vient de parler, on a évoqué un peu le travail déjà avec soi-même, plus du côté physique, on n'a pas parlé des autres aspects, mais voilà, on a évoqué déjà un peu le travail aussi avec les autres. Peut-être tu pourras même dire quelques mots aussi de l'aspect, on va dire, plus aussi psychologique, émotionnel du travail, parce qu'effectivement, le fait de travailler à deux, d'accepter aussi de se mettre un peu en vulnérabilité pour pouvoir écouter, mais en même temps le respect nécessaire, enfin, donc si tu pouvais dire quelques mots, ça pourrait être intéressant. Et donc après, il y a aussi ces deux autres dimensions qui sont là. Et je crois, là, on est en train de faire aussi de l'interview dans ce beau petit jardin. Hein. La nature est extrêmement importante. Tous les arts taoïstes ne peuvent pas être pensés, enfin, ou pratiqués ou vécus hors de... Oui, il manque la cascade encore. Voilà, il manque la petite cascade. Mais on a le chat, tu vois. Alors, bon, les spectateurs ne verront pas, mais on a commencé, le chat est venu, et puis je l'ai là, en fait, sur moi depuis tout à l'heure, qui se promène. Donc on a même un ami là hein, qui est du règne animal là, qui vient nous qui vient nous tenir un peu compagnie. Et pour dire donc cette dimension là, elle est aussi fondamentale, et la sensibilité pour des citadins. Hein, si on était né dans une forêt, ça serait peut-être autre chose, mais pour des citadins, c'est la pratique qui développe petit à petit aussi une sensibilité à ce monde naturel qu'on n'a pas forcément avant. Et après il y a encore cette autre dimension hein, qui est là. Alors, sur le troisième, je dis toujours, quand je veux en parler un tout petit peu, je dis, bon, donc, je dis toujours minéral, végétal, animal, humain. Il faut être dans ces quatre dimensions, ces quatre aspects, pour pouvoir vraiment travailler. Donc c'est pour ça qu'il y a la dimension minérale. On ne voit pas trop la bougie, mais il y a une bougie à l'intérieur. Il y a cette dimension-là, et on va travailler dans ce contexte-là. Pour les autres aspects, effectivement, sur l'intériorité, donc la dimension physique, l'intériorité, l'intériorité, effectivement, ça va être tout le travail que va nous renvoyer l'autre au travers de la pratique, qui va nous renvoyer à nous-mêmes en permanence. Voilà. Et effectivement, des fois, ça peut faire peur, puisque j'ai invité, il y a longtemps, hein, mais je garde toujours en mémoire ce qui s'est passé. Quand Li Xiaoming a proposé son dernier stage en France en 92, j'ai invité certains instructeurs, puisque quelque part je me sentais redevable, des trucs comme ça. Et j'ai invité certaines personnes à venir le rencontrer, parce que de mon point de vue, c'est un grand personnage, gratuitement. Donc elle est venue. Il y a du risque. C'est que la personne dise il
y a encore à travailler. Des fois, on se dit, waouh, je suis bon. Et là, la personne, elle appuie surtout des gens comme Nick Xiaoming, qui est quand même un thérapeute qui travaillait à l'hôpital militaire de Pékin en travail de projection énergétique, ce qu'on voit de temps en temps sur les documents chinois, où on voit des gens projetés. Alors, on peut penser que c'est du délire ou autre, mais bon, j'ai eu l'occasion d'expérimenter avec lui. Je vais dire, allez, grossièrement, pour clore ce sujet, ça marche. Ça marche. Il n'utilise pas d'aiguille, simplement. Mais ça marche. Ça marche. Ouais, donc l'autre aspect, donc, quand on voit le lien entre ces choses-là... Et le dernier lien, pardon, je te coupe, le dernier lien, il est abordé un peu par Catherine Despeux dans la dimension du taoïsme, dans le lien avec le taoïsme, ce qui nous aligne, et ce qui est justement ce qu'on ne retrouve plus dans la gymnastique. Et aussi pour les gens qui sont intéressés. Alors il y en a un autre, mais j'aime bien son livre, hein, San Yuan. Il a présenté ce petit livre-là et que je trouve, allez, j'aime bien le personnage, j'aime bien ce qu'il a présenté, j'aime bien son travail, donc je ne peux qu'encourager ce genre de lecture. Alors bon, c'était un tout petit éditeur qui a présenté ça, mais San Yuan a fait vraiment un beau travail, il est toujours sur Internet, mais pas peut-être sous ce nom-là, mais il fait vraiment un travail intéressant. Et donc, effectivement, c'est ce qui nous relie. Toujours, parce que quand on va commencer à travailler la forme, okay, on va trouver qu'il y a quelque chose. Ensuite, on va continuer à aller un tout petit peu plus loin. On va s'apercevoir qu'il y a une dimension d'interactivité avec le partenaire. Ensuite, on va commencer à s'apercevoir qu'il n'y a pas que lui et moi, qu'on est dans un ensemble. C'est pour ça que là, ce petit jardin que j'ai, voilà, j'avais pas beaucoup d'espace. Alors on me dit toujours, mais à un moment donné, tu vas pouvoir continuer à marcher. Oui, je dis oui, je m'arrange pour encore avoir un peu de place. Et le dernier, effectivement, ce qui nous relie, ce qui nous élève, ce qui nous donne des... Voilà, et c'est ce que je dis toujours, cette chance que nous avons ce cadeau que nous avons de nous interroger. De nous interroger sur quelque chose d'autre. Voilà. Ce qui fait que quand j'ai vu James Koo pour la première fois, je me suis dit, il y a quelque chose là qui m'intéresse, que j'ai envie de développer. Il y a quelque chose qui n'est pas présent, qu'on ne voit pas directement, et les gens qui l'entouraient à l'époque, Micheline Co et des gens comme ça, m'ont beaucoup apporté, quoi. On va juste faire une mini pause, parce que je vois que la batterie... voilà. Donc voilà, 30 secondes, oui. et on reprend. Oui, donc on parlait donc de cette dernière dimension, hein, donc de travail à deux, qui mène à la prise de conscience, en fait, de l'environnement dans lequel... Voilà, de l'environnement. Donc c'est effectivement, on me dit souvent, ah, mais moi je préfère travailler en extérieur. Et je dis, ah, mais vous m'emmerdez, moi je préfère travailler en intérieur. Alors on me dit, mais pourquoi? Je dis, non, mais parce que ce dernier paramètre est tellement fort pour moi que il risque de zapper sur l'élément précédent, la pratique avec l'autre. Alors effectivement, on me dit, oui, mais pratiquer au bord de la mer. Je dis, mais c'est évident. Mais c'est pareil, comme de pratiquer en musique. Je dis, mais je ne peux pas pratiquer en musique. Je ne peux pas pratiquer en musique, parce que c'est soit la musique, soit la pratique. Je dis, alors, ça renvoie à Glenn Gould, qui m'a apporté énormément, parce que je cherchais comment travailler, comment pratiquer. Et Glenn Gould a écrit un petit bouquin qui s'appelle Rencontre avec... Du moins, est sorti de ses rencontres avec un dénommé Jonathan Cott, est sorti un petit bouquin qui s'appelle Rencontre avec Jonathan Cott, qui est réédité tous les 10 ans à peu près depuis sa disparition, et qui explique justement ces interactions, cette présentation, comment travailler. Et moi je m'en sers énormément. Ça rejoint tout à fait dans la culture ce que proposait un jour, c'est un des élèves qui travaille avec moi, m'a dit, mais Maître Henri Play travaillait comme ça, en karaté. Maître Henri Play travaillait comme ça. Et dans le soufisme, il travaille comme ça.
Il travaille sur ce modèle-là, justement, de jouer sur les interactions pour justement obliger le cerveau à se recentrer encore plus. Et je dis, ah, ça c'est intéressant. Donc, je me sers de la nature, bien entendu. Mais dans tout un travail avec les gens, on a eu l'occasion dernièrement en groupe d'aller pratiquer en extérieur. Et les gens m'ont dit, mais le bruit des oiseaux, tout ça, je dis, ben oui, c'est pour ça que souvent je suis en salle. Parce que la définition du rectangle de la salle, souvent en salle de sport, elle nous permet de nous fixer plus facilement, de nous centrer plus facilement. Parce que déjà, le premier aspect, c'est pas facile. Le deuxième aspect avec le partenaire, c'est pas facile. Si en plus on rajoute une couche avec tout ce qu'il y a à l'extérieur et toutes les interactions qui vont être faites, la fourmi qui passe, des choses comme ça quand on est en train de marcher, le petit animal qui est juste à ce moment-là, on n'en finit plus, quoi. On va être totalement submergé d'infos. Alors effectivement, je dirais presque goudron, c'est l'idéal. Le goudron, c'est l'idéal. On n'a encore pas trop d'interaction avec le sol parce qu'effectivement, le sol va vous faire réagir. Le sol avec ses imperfections va vous faire réagir énormément. On va vous dire, ah zut, ah mon pied, ah zut, là j'ai perdu mon équilibre. Voilà. Et tout ça nous amène justement à cet approfondissement. Et effectivement, le dernier point, c'est qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui nous porte? Et c'est ça ce fameux dernier point. Qu'est-ce qui nous porte personnellement à essayer de continuer et d'approfondir, à approfondir la chose? Qu'est-ce qui nous pousse à continuer? Parce que, comme je disais à mes amis et élèves et en même temps enseignants à Pardubice, en République tchèque, je disais, tu sais, bien souvent, c'est le Wangdi Neixing Suwen nous donne une définition. Pour les hommes, tous les 8 ans, on évolue d'une certaine façon. 8 ans, 16 ans, 24 ans, tout ça. Et à 48 ans, souvent, même souvent avant 48 ans, on fait pause. C'est-à-dire que beaucoup d'enseignants font pause. Et après, ils font roue libre, ils laissent dérouler la machine, puisque de toute manière, ils n'ont pas trop peut-être donné d'informations aux élèves, donc ils peuvent se permettre, le temps que les élèves les rattrapent, ils ont de la marge. Donc, souvent à 48 ans, des fois c'est 56. Et comme je dis, moi, une de mes grandes valeurs, c'est Osensei Oshiba en Aikido, qui, visiblement, lui, s'est pas arrêté de continuer. S'est pas arrêté de pratiquer. Il a continué jusqu'au dernier instant cette chose. Et comme je te disais l'autre jour, c'est un peu, moi il me fait penser un peu à l'agriculteur. Ok, on a fait la moisson, on a récolté le blé, on a récolté des grains. Oui, et pour l'année prochaine, qu'est-ce que je fais? Je me repose sur ce que j'ai récolté ou je continue? Alors, ça peut marcher si on a réussi à récolter une grande quantité de produits. On peut dire de toute manière, là maintenant, j'ai accumulé assez de ressources financières pour passer le reste de ma vie à me tourner les pouces. Mais il y a d'autres personnes qui se disent, oui, mais thésauriser, c'est peut-être pas forcément la bonne chose. Donc, continuons à essayer de cultiver ce terrain. Et on va s'apercevoir que ça va changer. Moi, mon jardin, tous les ans, il est totalement différent de l'année précédente. Il est différent parce qu'il évolue, je dis tiens, cette plante-là, elle a bien poussé, voilà, bon, je les donne après, parce que je ne peux pas les garder, parce qu'il n'y a pas assez d'espace, mais on va continuer à bouger, et c'est ce qui nous pousse. Mais très souvent, donc, comme je disais, le Wangdi Neixing Suwen au tout début, donc le grand livre d'acupuncture, le grand traité d'acupuncture, je le conseille sous la traduction de Lavier, personnellement. Je suis un fan de Lavier. Sous sa traduction, il nous dit, oui, tous les 8 ans, l'homme change, et voilà, il y a 56 ans, très souvent, la personne a fait un break. Alors effectivement, là, j'arrive à un nouvel âge, 64. Challenge ou pas de challenge? Si j'ai l'occasion de découvrir un nouveau challenge, quelque chose qui m'interpelle encore un peu plus, ouais, j'y vais. Bon,
je crois être sur la bonne direction là pour l'instant. Je crois être dans un travail qui m'intéresse vraiment. Donc je continue. Mais s'il n'y avait pas eu cette chose-là, à 56 ans, oui, il m'a été donné un coup de pied au cul. J'ai eu un petit problème de santé, un gros problème même. Pour certaines personnes, ils vont dire que c'est un très gros problème. C'est j'arrête de pratiquer ou je continue de pratiquer et je fais autre chose. Je le fais sous une autre façon. Il m'a été donné l'opportunité de reprendre et de travailler sous un autre axe. 64, c'est aussi un nouvel axe. Du moins, je vois que c'est une nouvelle approche qui m'est donnée, un nouvel éclairage qui m'est donné dans la pratique. Je dis, profitons-en. Si je peux en profiter et continuer un peu à essayer de voir ça, ce qui me permet de voir de nouveaux angles. Comme je te disais dernièrement, on m'a présenté dernièrement les ouvrages de Osensei Shiba qui sont maintenant par chance édités en France. J'en profite, je saute sur l'occasion et j'y vais, quoi. Je lis ça parce que effectivement c'est nourrissant. Alors comment progresser, comme je disais, et là j'en arrive à la chose. À partir pratiquement en France de 86, ma rencontre avec John Zingyo, je me suis aperçu que je ne trouvais pas mon content. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais circulé dans l'Europe. J'étais allé aux États-Unis, en Australie, voir Earl. J'ai pas trouvé mon content. Donc je me suis dit, ok, où est-ce que je peux trouver de l'information? Et là, je rejoins la notion d'art. Ok, en sculpture, Rodin et les autres, en peinture, et les textes de Federico Serri sur derrière l'image, je me suis trompé, des choses comme ça, m'ont vraiment apporté des éclairages très 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 précis sur ce que pouvait être l'art, la musique. Et dernièrement, j'étais très très heureux, je suis un peu un fan de Andrea Scholl, et une élève tchèque me disait, qui est en visite ces temps-ci en France, me disait: je trouve des similitudes entre les masterclass que fait Andrea Scholl et la pratique du tai chi quand tu fais des masterclass. Je dis, merci. Andrea Scholl est quand même une réputation mondiale en contre-ténor qui me fait bien plaisir. Je me suis servi évidemment des genres de masterclass que faisait Glenn Gould, que j'ai découvert quand il est sorti en France je crois que c'est 76 ou 77, quand c'est passé à la télé. Je l'ai découvert à ce moment-là, un soir à la télé, il y avait un programme unique, j'ai découvert Glenn Gould, j'étais avec Mont-Saint-Jean, j'ai été émerveillé, quoi. Donc ce qui m'a servi à chercher après, j'ai regardé des gens comme Celibidache et des choses comme ça, et j'ai essayé de trouver leurs textes pour essayer de comprendre comment eux définissaient l'art. Qu'est-ce que c'était que pour eux l'art? Effectivement, quand on lit Celibidache... Ce que je propose de faire, on va continuer, mais c'est juste un peu pour ceux qui vont écouter. Il y a les belles cloches. Et elles ont tendance un tout petit peu à recouvrir ta voix. Oui, alors cette chose-là est vraiment très très intéressante parce qu'un jour, justement, j'ai eu l'occasion d'assister à une répétition de Andrea Scholl à Beaune. Je ne savais pas qu'il allait chanter. Et juste à un moment donné, il était en train de commencer une pièce et midi sonnait. Et il a dit: on va faire un petit silence. J'ai adoré cet instant-là, quoi. Et donc faisons un mini silence et puis on reprendra. Là, la cloche résonne encore un tout petit peu. On retourne au silence. Donc tu étais en train de dire que donc tu t'es beaucoup inspiré et en fait tu approfondis ta pratique à travers des maîtres en fait des différents arts. Oui.
Et tu as cité donc le travail de Sergiu Celibidache. Oui. Et je me rappelle, hein, je ne sais plus dans quel documentaire c'est, enfin, mais il le dit souvent, il dit souvent les gens comprennent mal, ils essayent d'approcher la musique par rapport au côté, on va dire, sentimental. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est... Il dit non, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que donc, est-ce que là, la présentation qu'on a faite, est-ce qu'elle était, dans d'autres termes, enfin un terme que j'aime beaucoup, est-ce que c'était aligné? Est-ce que c'était, voilà. Et le deuxième élément, effectivement, qu'il présente aussi, c'est quand il pose la question à Furtwängler pour lui dire ce soir j'ai un concert, là tu as assisté à la répétition, ce soir j'ai le concert, comment je dois le jouer? Est-ce que je dois le jouer comme ça? Et à quoi répond Furtwängler? Il lui dit mais on n'est pas au soir, on est là, maintenant. Donc c'est-à-dire que ton interprétation va être en liaison avec l'échange, en interaction avec le public. On n'y est pas. Ce soir, tu le sauras. À l'instant où tu vas commencer, quelle est l'interaction que tu vas avoir avec le public. Alors, donc, je me suis servi de ça. Je me suis servi, comme je disais, entre autres, j'ai commencé à regarder des gens comme Federico Zeri, dont je t'ai passé une cassette sur, justement, sur une critique, du moins sur... le responsable du Louvre, un des responsables du Louvre vient le voir pour lui demander une expertise de son point de vue de 3 tableaux. Il dit je risque de vous décevoir. Et je me suis servi de personnages comme ça qui ont écrit. Je me suis servi aussi de Yamada le Potier, des choses comme ça, qui ont discuté sur leur conception de fabrication de poterie. Je me suis servi de littérature, où les gens expliquent comment ils conçoivent l'écriture, comment l'écriture doit les faire travailler. Et tous ces points de vue-là, bah oui. Et là, surtout en peinture, parce qu'on ne peut pas tricher. On peut pas en musique non plus. Bon, Glenn Gould a joué un peu avec les enregistrements, mais on ne peut pas tricher. Quand on est en concert, quand on écoute Grégory Sokolov, on ne peut pas tricher. Il ne triche pas, il ne peut pas. Il est là, à cet instant-là, devant un public, et ce qu'il va jouer, tout le public l'entend. Donc s'il se trompe, tout le public le sait. Si, alors c'est la question qu'on me pose des fois, on me dit, mais est-ce que le professeur peut, ou l'enseignant, ou le maître, ou le grand maître, peut fausser la chose? Je dis, non, il ne peut pas. Il ne peut pas fausser la chose. S'il joue sur la chose, c'est peut-être par plaisanterie avec les élèves quelques instants, mais il ne peut pas. Parce que s'il fait un accord faux au violon, à la guitare, tout ça, il peut pour réveiller les élèves, mais il ne peut pas continuer. Il ne va pas se sentir bien. Donc, théoriquement, l'enseignant, s'il pratique, si dans sa pratique, s'il y a quelque chose dans sa pratique, il ne peut pas fausser la donne, parce que il ne va pas se sentir bien dans son travail. Il va se dire, attends, il y a quelque chose, j'ai déconné, j'en ai fait exprès. Il peut même pas. Il est obligé de jouer à cet instant-là du mieux qu'il peut. Alors effectivement, il peut commettre des petites erreurs, des petits impairs. Qui avait été une discussion avec une élève qui m'avait dit « Ah oui, mais là tu t'es trompé ». Je dis « Mais oui, nul n'est faillible. Hein, surtout pas moi. » Je dis « Je peux me tromper dans un mouvement. C'est des fois pour ça que je répète pour essayer d'être à cet instant-là le plus juste possible dans ma pratique. » Mais oui, il n'y a personne de faillible. C'est pour ça que Glenn Gould faisait des montages, parce qu'il disait non, cette partie-là j'étais juste, cette partie-là j'étais pas juste, j'étais moins juste. Effectivement, ce qu'il faudrait faire des fois, s'il faut laisser une vidéo sur la forme de Yan Fu qui soit correcte, ou Yan Chang qui soit correcte, il faudrait que je reprenne d'autres morceaux, mais les raccords en musique sont peut-être plus faciles à faire que les raccords en vidéo, parce qu'on est dans l'espace, on n'est pas tout à fait, on est sur un 3 dimensions. Qu'en musique, on n'est que sur 2 dimensions. Donc c'est peut-être plus facile encore en musique parce que bon, on peut écouter simplement et ne pas voir le déplacement de main à ce moment-là, quoi. Donc il y a un écart, surtout je parle du piano, quoi. Donc ça, c'est cette dimension-là. Et effectivement, du moins pour moi, c'est
le rapport fondamental, et je me suis servi, je me suis nourri, parce que, effectivement, trouver des enseignants, je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas. J'avais l'occasion de rencontrer Earl Montagu, mais pas souvent. J'avais l'occasion de rencontrer un ami en Norvège, Kenny Johnson, mais c'était pas souvent. Donc, tout le reste du temps, on a besoin de se ressourcer. On a besoin de rencontrer des gens qui permettent. Alors, je suis frustré parce que je ne suis pas souvent accepté dans les stages, d'assister comme élève dans les stages. On m'a refusé, hein, je voulais rentrer des fois dans les cours, on me dit « Ah non, non, pas toi, tu vas foutre le bordel », ce qui est totalement faux. Je n'ai jamais élevé le petit doigt dans un stage, je reste poli, je reste discret, parce que autrement je me retire discrètement pour aller aux commodités et disparaître. Mais je n'ai jamais fait d'esclandre dans aucun stage, d'esclandre visible dans aucun stage, parce que je viens, je suis déjà invité, donc après, mon opinion elle est personnelle, je suis en accord ou pas en accord, ça c'est autre chose, mais pendant le stage, non, voilà. Alors peut-être une dernière question donc, que j'aimerais te poser, parce que qu'on a beaucoup partagé. Je te suis très reconnaissant de tous les partages là qu'on a eu maintenant, mais aussi depuis, depuis pas mal d'années. 2005 Oui, depuis 2005. Donc, et pour moi, une des choses que j'aime dans ton travail, hein, c'est que c'est ancré dans le partage. Enfin, c'est fondamental. Et pour moi, j'aime beaucoup cet autre dicton qui est le sage pointe du doigt la lune et puis l'imbécile regarde le doigt. Hein. Oui, vers quoi on pointe? Après qu'on fasse du Shinyi, du Pakwa, du Tai Chi, comme disait Maître Yo, c'est la même chose. Oui. Qu'on fasse après de la peinture, de la musique, finalement, vers quoi est-ce qu'on pointe? Mais probablement une des choses vers lesquelles on pointe, ou tu pointes dans ta pratique, et puis la tradition pointe vers ça, c'est ce partage duquel on fait partie, de ce tout qu'on fait tous partie de ça. Et quand on commence à travailler plus profondément, tout étant interrelié, on se rend compte que oui, il y a des blocages dans la pratique au niveau, on va dire, technique, physiologique, mais c'est parce qu'il y a des blocages en fait au niveau personnel, qu'il y a des choses psychologiques qu'il faut dénouer. Et que ça se fait pas uniquement dans la pratique, ça se fait dans le rapport avec les autres, et pas uniquement lors des cours, mais en fait par rapport à sa manière de vivre. Et donc là, il y a quelque part cette notion de Tao, hein, donc Tao au sens général, mais Tao comme une voie particulière de pratique. Do, hein, aussi les arts martiaux japonais, le Kyudo, l'Aikido, hein, c'est le Iaido. Hein, c'est des voies de vie, c'est pas des jutsu, c'est pas uniquement des techniques, c'est des voies. Donc, pour terminer, donc voilà, quelles seraient tes pensées ou ce que tu aimerais partager sur cette notion d'un peu de les arts internes chinois, peut-être comme voie de partage. Oui, le problème il est là, c'est on va pratiquer du tai chi, du qigong, du pakwa, du xingyi alors au tout début pour l'idée des fois de se sentir mieux, hein, comme j'ai dit, bien-être, ou d'autres, de boxe, tout ça, mais tout ça c'est, de mon point de vue, c'est un peu relatif. La chose la plus importante, et c'est ce que je te faisais noter hier soir, c'est que on venait de terminer le cours et que on se quitte. On a discuté un peu en dehors, et que 2 personnes sont parties et se sont mis à discuter l'une avec l'autre à côté de leur voiture. Et ça, je dirais, c'est la partie de... C'est, ok, on commence à échanger. C'est pas, je vais en cours, tac, 1 heure plus tard, je m'en vais. C'est la discussion. Quand j'ai l'occasion, par exemple, de faire un cours le mardi matin au Mondol, il y a des discussions que je sais qui s'éternisent des fois entre les personnes pendant une demi-heure après. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est là que je vois si la pratique que j'ai proposée à cet instant-là est correcte, c'est entre autres en République tchèque. Du moins, j'ai l'occasion, parce que c'est presque un moment de pause, et on termine le cours. Donc le cours se termine, mettons, à 11h30, 11h45 le matin. On commence pas très tôt. Hein. J'ai fait à 6h à une époque. Mais bon, on termine.
le repas est à midi, midi et quart. Et les gens restent sur le lieu de pratique. Ils ne partent pas vers leur chambre, vers d'autres choses. Ils sont là, en train de discuter entre eux. Ils discutent, ils échangent. Il y en a qui présentent des mouvements. Ils disent, ah non mais... Ils sont en train de partager entre eux. Et ça, comme je dis toujours, c'est mon critère pour savoir si le cours était intéressant ou pas intéressant. Je m'aperçois que quand ça dépasse 10 minutes, ah, ça a dû être intéressant. Quand ça dépasse un quart d'heure, je dis, ah, j'ai posé peut-être des interrogations qui sont significatives. Et quand ça dépasse 20 minutes, une demi-heure, je dis, waouh, je m'en suis pas aperçu, mais ça ne devait pas être si mal que ça. Parce que je vois pas, moi je suis obligé de poser la question, quand je fais un cours, je ne sais pas si ça a pu intéresser des gens, donc je pose la question. Est-ce que ça vous a, à certaines personnes que je vais voir, que je sais qui, du genre franc-parler, qui vont dire, ah, c'était un bon cours. Je dis, ah oui, aujourd'hui, pas hier. Non, mais hier aussi, mais voilà. Et là, c'est cette notion-là, effectivement, c'est ça. C'est non seulement partager, parce que effectivement, c'est vraiment pour moi l'élément fondamental. S'il n'y a pas de partage, de toute manière, la chose est morte-née. Hein, le pianiste, il joue pas pour lui. Hein. Glenn Gould, par exemple, qui était une personne qui vivait presque en vase clos, une fois par mois, s'astreignait à aller enregistrer. Donc, c'était pas que pour lui qu'il faisait. C'était dans une notion de partage. Ok, il pouvait peut-être pas jouer en concert parce que il y avait une émotion qui pouvait trop le déranger. Mais il était dans un partage malgré tout, quoi. Hein, justement parce qu'il avait envie de. Et il y a des très très grands pianistes comme ça, comme Rubinstein, tout ça, qui n'avaient pas spécialement envie de... Voilà, mais qui s'obligeaient à partager. Qui partageaient. Et non seulement le partage, mais le partage nourrit, enrichit la personne. Et ça, c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que si on ne partage pas, ok, on a un acquis, c'est-à-dire on a pris son bouquin, on a lu, oh, on a une connaissance, on sait que, ah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, ok. Et ça te donne quoi? Ah ouais, ça te donne du pouvoir sur la personne. C'est un pouvoir. Mais oui, et maintenant tu as du pouvoir. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à une personne qui a plus de connaissances que toi? Tu vas être obligé de l'admettre. Parce que la personne a plus de connaissances que soi. Et peut-être que la personne, elle a simplement envie de partager cette connaissance qu'elle a acquise. Comme elle dit, c'est simplement, pour elle, c'est 7%. C'est 7% qui lui permettent d'aller vers l'autre. Hein, il y en a comme ça. Qui, comme me disait un jour une personne, ah oui, quand je m'arrange toujours pour savoir qui est dans une rencontre, pour essayer d'avoir un peu de connaissance sur les choses dont on pourrait discuter, pour pouvoir, je dis, mieux discuter. On ne va pas partir d'un socle de base, on va aller un peu plus, si possible, aller un peu plus loin. Je dis, wow, c'est beau, quoi. C'est pas simplement pour savoir. Il dit, non, c'est pour pouvoir échanger avec l'autre. Et moi, si je continue effectivement à enseigner, c'est pour pouvoir continuer à échanger avec les gens. Parce que, effectivement, comment j'ai appris que ces bouquins de Aikido existaient? C'est parce que, en discutant avec des amis, qui m'ont dit, ah mais ça pourrait peut-être t'intéresser ce sujet-là. Ça, regarde de ce côté-là. Tu vas peut-être avoir des informations. Ah, et telle personne peut peut-être te donner telles informations sur comment continuer. Et c'est ça le partage. C'est les autres qui non seulement tu vas les nourrir par ta pratique, mais eux, ils vont te nourrir par cet échange que tu vas faire avec eux. C'est pas simplement dans un sens, ça fonctionne vraiment dans les deux sens. Et si on oublie cette dimension-là, que l'autre te nourrit, on est complètement, je dirais, on n'a pas compris toute une dimension de la pratique, parce que et effectivement, comme je disais aux élèves l'autre jour, quand je faisais cette rencontre
l'autre jour avec les élèves de fin d'année, je leur disais, mais attendez, techniquement, donc si je ne partage pas, autant que je pratique dans une salle tout seul, et j'ai pas besoin nécessairement, mais ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, et donc à ce moment-là, je pratique avec vous. Autrement, je peux pratiquer chez moi, je peux pratiquer dans ma troupe, il doit y avoir encore assez de place pour pouvoir pratiquer tout l'enchaînement. Et je dis, à la limite, je vais dire, j'ai pas besoin d'être avec les autres. Mais si je le fais, c'est parce que justement, ça me nourrit aussi. Ça me nourrit tout comme le minéral me nourrit, tout comme le végétal me nourrit, tout comme l'animal me nourrit. Voilà, c'est cette notion de partage avec l'autre. Et cette notion d'élévation qui va justement être ce partage. Ben, merci beaucoup pour ces partages. Et puis je te dirais, comme c'est Robert Vachon qui m'a dit qu'en Afrique, apparemment dans une des traditions, quand on allait voir un vieux sage pour lui poser des questions, quand on repart... Je savais qu'il allait dire vieux. Tu vois, bah oui, bah c'est la barbe, tu sais. Ouais. Alors ils disent, alors je te dis ça, merci pour tout ce que tu as dit et ce que tu n'as pas dit. Bon.